Bonjour à vous, bienvenue sur cette deuxième vidéo de la série de capsules vidéo sur la propagande et la manipulation mentale. Je suis donc de nouveau avec Emmanuel Ducoq qui est journaliste santé et psychopathe praticien et nous allons parler aujourd'hui des critères de vulnérabilité donc d'une personne ou d'un peuple face à la manipulation mentale. Je te laisse donc la parole sur cette thématique-là. Oui, la vulnérabilité à la manipulation mentale, ça dépend vraiment des cultures et ça dépend des personnes. En fait, alors ça va plus être ta part, mais l'éducation peut rendre des gens plus ou moins manipulables une fois qu'ils seront adultes. C'est les éducations où il y a de la violence. Mais il y a un exemple historique, moi, qui m'intéresse au niveau d'un peuple, c'est celui de l'Allemagne. L'Allemagne qui s'est embarquée dans l'aventure du Troisième Reich avec Hitler en élisant démocratiquement une personne qui avait un programme très clair qui prédisait la Shoah de manière relativement claire. Il n'y avait rien de caché. Ils ont élu cet homme et puis on sait ce qui s'est passé ensuite. Il y a une psychanalyste suisse qui s'appelle Alice Miller qui a beaucoup théorisé un phénomène qu'elle a appelé la pédagogie noire. Ce qu'Alice Miller a découvert au fil de ses enquêtes, elle s'est intéressée à la biographie des dignitaires nazis, comme Rommel, Hitler bien sûr, et s'est rendue compte que ces personnes avaient subi des grandes maltraitances lorsqu'ils étaient enfants. Et elle a théorisé ce qu'elle a appelé la pédagogie noire, mais qui ne concerne pas que les dignitaires nazis, mais aussi le peuple allemand. Et là-dessus, toi, tu as un petit peu étudié le sujet, je crois. Oui, effectivement, ouais. Moi, j'ai découvert le livre C'est pour ton bien de Alice Miller il y a pas mal d'années, puisque mon premier enfant est né en 2002 et que je me suis vite intéressée à cette thématique-là. En fait, je me suis toujours demandé, moi, avant d'avoir des enfants, comment ça se faisait que on continuait à donner des fessées, on continuait à terroriser les enfants, à faire des choses comme ça. Moi, c'est pas ça qui m'appelait. Et quand je suis tombée sur ce livre, j'ai découvert quelque chose d'incroyable. C'était effectivement cette espèce d'hypnose du peuple allemand dans les années 30, qui a donc élu Hitler, comme tu disais, par les urnes. Et tout en sachant, et ça on le voit dans de multiples films, on le sait, c'est que tous ces gens qui ont fait des choses horribles étaient des personnes, par exemple, très cultivées, qui n'étaient pas des gens, des mécréants ou des choses comme ça, c'était des gens très cultivés et qui étaient en général très intelligents. On peut dire même qu'ils avaient un QI élevé, mais ils ont quand même créé des choses horribles. Et je me suis posé la question, du coup, en lisant ce livre, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que des gens intelligents ont pu faire des choses aussi violentes et surtout suivre de façon hypnotique quelqu'un comme ça, qui n'était ni charismatique à la base, enfin, pas très beau ni rien, quoi que ce soit. Et ce que dit Alice Miller, effectivement, c'est qu'il y a eu, donc, surtout dans les années 20, au début du XXe siècle, cette fameuse pédagogie noire. Alors, où je suis allée voir les détails pour ne pas reproduire ça avec mes enfants, entre autres. Alors, ça revenait à plusieurs principes de base. Déjà, la négation de l'individualité de l'enfant en tant qu'être humain. C'est-à-dire, les enfants n'avaient pas le droit de parler à table. Il fallait qu'ils demandent la parole. Il fallait qu'ils demandent pour faire plein de choses, pour sortir de table. Ça reste encore dans certaines familles. Il fallait qu'ils demandent... ils n'avaient vraiment aucun droit. C'était l'adulte tout-puissant, ce qu'on appelle maintenant l'adultisme. Donc en fait, l'enfant ne pouvait pas donner son avis, on ne le demandait pas d'ailleurs. Voilà, il n'avait pas droit à la parole. C'était un peu un être inférieur. Et donc en fait, quand cette personne est arrivée en pouvoir, quand Hitler a fait sa propagande, a fait sa campagne électorale, il s'est présenté un peu, il a utilisé des termes paternalistes. Et en fait, ces personnes qui étaient des enfants, maintenant des adultes, ont été éduquées avec l'obéissance au père. Et donc Hitler, en utilisant des termes paternalistes, a pu manipuler toute une population pour se faire obéir et pour l'entraîner, pour acquérir son consentement sur un programme qui était, somme toute, très violent. Donc il s'inscrivait déjà dans une culture de l'obéissance, où l'obéissance était centrale dans le fait de bien fonctionner en famille et en société. Voilà, donc un bon enfant, c'était un enfant obéissant, sauf qu'en grandissant, il restait un adulte obéissant, tout simplement.
Il y avait aussi, il me semble, à la fin du XIXe siècle, la notion du châtiment corporel qui était non seulement autorisée, mais même valorisée, non? Bien sûr, qui aime bien châtie bien, on s'en rappelle tous. Mmh. Mm. Et donc, je crois qu'il y a une culture qui est un peu héritée d'un certain catholicisme avec saint Augustin, où on pensait que l'enfant n'était pas civilisé, et son comportement allait être égoïste, etc. Et donc, il fallait trouver un moyen de le châtier pour faire sortir le mal de lui. C'est ça. Et donc, la maltraitance à enfants Était éducative. Voilà. Ouais. Donc endémique en Allemagne, et ça, en Europe du Nord, ça ne fonctionnait pas du tout sur ce modèle-là. Et alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer finalement comme modèle de vulnérabilité par rapport à la notion de manipulation mentale et de propagande? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement de cet exemple historique pour les temps d'aujourd'hui? Eh ben, c'est qu'au niveau éducatif, il est vraiment grand temps. Alors ça arrive, hein, il y a tout ce qu'on appelle éducation bienveillante, éducation positive. Donc ça arrive de plus en plus, mais c'est vrai qu'il est grand temps de laisser la place aux enfants, de leur permettre de créer un esprit critique, de pouvoir savoir si ça leur va ou pas, si les choses sont justes pour eux ou pas, de leur permettre. Alors, on n'est pas dans l'enfant roi qui va tout décider, qui va tout gérer, mais on va être quand même dans un accompagnement à une certaine égalité de traitement, où l'adulte n'est pas surpuissant et sait tout et décide de tout, non plus où l'enfant est surpuissant et décide de tout, mais une espèce d'égalité où on va laisser le futur adulte prendre sa place, ressentir ce qui est juste, pouvoir donner son avis. Et donc, ça va être des personnes qui vont être moins dans l'obéissance pure, moins dans la soumission à l'autorité. Et moi, je suis profondément convaincue, et en voyant les enfants qui ont été élevés comme ça grandir, devenir des adultes, je vois vraiment la différence dans l'accompagnement éducatif. Mmh. Et est-ce que tu as le recul nécessaire pour voir si des enfants qui auraient été éduqués dans une culture de l'épanouissement, en misant sur leur intelligence, sur l'intelligence de la vie en eux, versus une éducation qui mettrait le focus sur l'obéissance et la conformité, est-ce que tu as pu voir des différences, c'est-à-dire des gens qui, une fois adultes, seraient plus ou moins manipulables et plus ou moins sensibles et vulnérables aux propagandes? Alors, j'ai vu quand même que ça a laissé une trace plutôt positive, mais après, ça ne garantit pas à 100% le fait que l'adulte, le futur adulte, va être imperméable à la propagande, parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui vont faire qu'on va être plus vulnérable ou moins vulnérable à la propagande. Voilà, et ça, je pense que tu avais pas mal de réponses à ce sujet-là, et ça m'intéresse de les connaître. Voilà, on vous dit à la prochaine vidéo, et puis si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi dans les commentaires sous la vidéo. À la prochaine fois. À la prochaine.